Ma grand-mère a offert à ma fille Sophie une bague en saphir pour son 15e anniversaire. Mes parents l'ont sortie de sa boîte pendant qu'elle était en colonie de vacances et ont remplacé la pierre par un oxyde de zirconium bon marché. Ils ont fait cela pour la vendre et payer la lune de miel de mon frère. Quand ma grand-mère s'en est aperçue, elle a souri et a dit « La bague était ». Mes parents ont blêmi. Mes parents ont volé une bague en saphir à leur propre petite fille et l'ont remplacée par une imitation sans valeur pendant qu'elle était absente. Ils ne l'ont pas fait par désespoir. Ils ne l'ont pas fait pour survivre. Ils l'ont fait pour payer le voyage de noces de mon frère aux Seychelles. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais quand je l'ai découvert, je n'arrivais pas à croire jusqu'où ils étaient prêts à aller. La bague n'était pas juste un joli bijou. Elle était dans notre famille depuis plus d'un siècle. Un bleu profond serti dans de l'or ancien, transmise de mère en fille, génération après génération. Ma grand-mère l'a donnée à Sophie pour ses 15 ans. Je me souviens encore de ce moment. Sophie avait les larmes aux yeux. Elle comprenait ce que cela signifiait. C'est le genre d'enfant qu'elle est, attentionnée, prudente, un peu vieille école. Ma grand-mère a dit quelque chose ce jour-là, et maintenant je ne peux m'empêcher d'y penser. Elle a pris la main de Sophie et a dit « Cette bague n'appartient qu'à celle qui peut emporter le poids. » J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait. Sophie est partie pour un stage de musique de 3 semaines dans les Alpes en juin. Avant de partir, elle a mis la bague dans la petite boîte à bijoux doublée de satin sur son bureau. Elle ne voulait pas la perdre au camp. Elle m'a même fait promettre de la surveiller. 2 jours après son départ, mes parents ont débarqué sans prévenir. Ils ont dit qu'ils étaient dans le quartier. Ma mère est allée dans la chambre de Sophie pendant que je faisais la vaisselle. Elle a dit qu'elle cherchait un vieux livre qu'elle pensait avoir laissé là la dernière fois. Une semaine plus tard, ils m'ont annoncé qu'ils partaient pour un voyage de dernière minute sur la Côte d'Azur. J'ai trouvé ça étrange. Ils faisaient toujours semblant d'être serrés financièrement. Mon père est à la retraite depuis des années et ma mère n'a pas travaillé depuis que mon frère a obtenu son diplôme. Quand j'ai demandé comment il pouvait se permettre des vacances, ma mère a juste souri et a dit que mon frère s'était occupé de tout. Sauf que ce n'était pas le cas. Sophie est revenue en juillet. Le matin de l'anniversaire de ma grand-mère, elle a mis une jupe fleurie et a porté la bague en saphir. Elle m'a demandé de l'aider à fermer la fermeture éclair de sa robe. Et je me souviens avoir jeté un coup d'œil à sa main et pensé que quelque chose clochait. La pierre semblait terne, comme si elle n'avait aucune profondeur, mais je n'ai rien dit. Nous sommes arrivés chez grand-mère vers midi. Tout le monde était là. Mes tantes, mes cousins, mes parents, même mon frère Julien et sa nouvelle femme. Ils revenaient tout juste de leur lune de miel, tous bronzés et souriants comme si leur vie était parfaite. Sophie se tenait près de la fenêtre quand ma grand-mère a remarqué la bague. Elle est devenue silencieuse, s'est approchée, a pris doucement la main de Sophie. Elle a tapoté la pierre avec son ongle, juste une fois. Elle l'a regardée. Elle m'a regardée. Elle a regardé mes parents. Puis elle l'a dit. La bague était vraie. Sa voix était calme mais glaciale. Et maintenant, la pierre est fausse. Tout le monde à table s'est tu. Mon père n'a même pas scié. Ma mère avait l'air d'avoir été prise en flagrant délit de vol à l'étalage. Puis ma grand-mère a demandé « Comment suis-je censée comprendre cela ?» Personne ne lui a répondu. Mes parents regardaient le sol. Elle leur a tourné le dos et s'est rassise. Elle n'a rien dit d'autre, mais je sentais qu'elle n'avait pas fini. Je ne savais juste pas que ce qu'elle allait faire ensuite ferait tout exploser. Personne n'a dit un mot pendant le reste du déjeuner. Nous sommes restés assis là à faire semblant que rien ne s'était passé, poussant la nourriture dans nos assiettes tandis que ma grand-mère continuait de jeter des coups d'œil à la main de Sophie comme si c'était une arme chargée. Mes parents étaient silencieux. Le visage de ma mère restait figé dans ce sourire bizarre à demi figé qu'elle utilise quand elle sait qu'elle est fichue, mais qu'elle veut faire semblant de ne pas l'être. Après notre départ, je les ai confrontés dans l'allée. Je n'ai même pas posé la question. J'ai juste dit, vous avez pris la bague. Ma mère n'a pas nié. Elle a dit qu'ils allaient la remettre. Qu'ils avaient prévu de remplacer la pierre une fois que les choses se seraient calmées.
Mon père restait juste là derrière elle comme une statue. J'ai demandé ce qui pouvait bien justifier de voler leur propre petite fille. C'est là qu'elle l'a dit, ton frère méritait une belle lune de miel après tout ce qu'il a traversé. Je l'ai fixé. Mon frère, ce même frère qui a été pourri gâté depuis sa naissance, celui qui a accidenté 2 voitures payées par mon père et n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Ils ont vendu le saphir à un bijoutier que mon père connaissait par un copain de golf, il a dit que ça rapportait assez pour couvrir l'hôtel de luxe, les vols et un peu plus pour les excursions. Je suis rentré chez moi et je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne cessais de repasser la scène, le silence à table, la voix de ma grand-mère, la façon dont mes parents agissaient comme si c'était un inconvénient mineur, comme s'ils avaient emprunté une chaise de jardin et oublié de la rendre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma grand-mère. Sophie dormait encore. Je ne lui avais encore rien dit. Grand-mère était dans son jardin en train d'arroser les hortensias. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Comment il l'avait vendu, pourquoi il l'avait fait, comment il n'avait même pas prévu de le dire à qui que ce soit. Elle a écouté, n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a posé une question, est-ce qu'il pense que je suis déjà morte ? C'est là que j'ai réalisé qu'elle savait que quelque chose comme ça arriverait. Peut-être pas exactement ça, mais quelque chose d'assez proche. Puis elle est entrée, a sorti une enveloppe pliée et me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait le certificat original de la bague. Date d'achat, historique familial, valeur estimée. Son écriture était griffonnée dans le coin, si jamais il arrive quelque chose à cet objet, ce n'était pas un accident. Elle s'était préparée. Ce soir-là, elle a convoqué une réunion de famille, a dit que c'était important et que ça ne prendrait pas longtemps. Elle a dit à tout le monde de venir. Pas d'excuses. Elle a même demandé à mon frère et à sa nouvelle femme d'être là. Mes parents sont arrivés les premiers, prétendant que tout était normal. Ma mère a même apporté une tarte. Sophie s'est assise à côté de moi, ne se doutant toujours de rien. Je lui ai dit qu'on parlerait après. Ma grand-mère a attendu que tout le monde soit assis. Puis elle a regardé la main de Sophie. Elle lui a dit d'enlever la bague et de la lui donner. Sophie a hésité, mais l'a fait. Grand-mère a tourné la pierre vers la lumière. Elle l'a laissé briller. Elle a laissé tout le monde voir ce qui manquait. L'âme de l'objet, sa profondeur. Puis elle l'a posé doucement sur la table et a dit, « Ceci n'est plus ce que c'était. » Et elle a regardé mes parents, mais vous non plus. Personne ne respirait. Mon père a ouvert la bouche, mais elle l'a coupé. Vous avez volé une enfant. Vous avez vendu l'héritage de votre famille pour que votre fils puisse prendre des photos sur une plage et boire des cocktails. Le visage de mon frère est devenu rouge. Il a essayé de parler, mais elle l'a ignoré. Puis elle m'a regardé. Je l'ai donné à Sophie parce que je savais ce que vous étiez. Je ne pensais simplement pas que vous seriez aussi négligent. Et s'adressant à mes parents, vous n'habitez plus ici. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer. Ma mère a ri quand ma grand-mère a dit ça. Pas un rire nerveux, un vrai rire. Comme si elle pensait que tout cela n'était qu'une performance dramatique qui se terminerait par le pardon et le dessert. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle dit. Nous vivons ici depuis 20 ans. Ma grand-mère a hoché la tête. Je sais. Puis elle a cherché sous la table et a sorti un dossier, épais, organisé, avec des marque-pages qui dépassaient. Elle l'a fait glisser sur la table vers mes parents. L'acte de propriété de la maison était toujours à son nom, l'avait toujours été. Elle ne l'avait jamais transféré. Elle les laissait vivre là parce qu'ils étaient de la famille, parce qu'elle leur faisait confiance. Cette confiance avait disparu maintenant. Mon père a finalement parlé. Il a dit qu'il pouvait expliquer, que ce n'était pas du vol, c'était un emprunt, qu'il prévoyait de remplacer la pierre une fois que mon frère se serait remis sur pied. Ma grand-mère l'a regardé et a dit, « Vous avez vendu quelque chose qui ne vous appartenait pas. Ce n'est pas un emprunt. » Mon frère a essayé d'intervenir. Il a dit qu'il n'avait jamais demandé ça, qu'il ne savait même pas d'où venait l'argent. Sa femme avait l'air de vouloir ramper sous la table. Elle n'arrêtait pas de chuchoter qu'elle pensait que ses parents avaient économisé pendant des années.
Ma grand-mère s'est tournée vers lui et a dit, que tu aies demandé ou non n'a pas d'importance. Tu en as profité et tu n'as pas posé de questions. Puis elle a dit quelque chose qui a frappé tout le monde de plein fouet. J'ai donné cette bague parce que je voulais voir qui la protégerait. Elle m'a regardé quand elle a dit ça. Puis Sophie. Ma mère a commencé à pleurer. De vrais pleurs cette fois. Elle a dit qu'ils étaient punis trop sévèrement. Que la famille ne fait pas ça à la famille. Que des erreurs arrivent. Ma grand-mère n'a pas élevé la voix. Elle a dit que la famille ne vole pas non plus les enfants. Elle leur a dit qu'ils avaient 30 jours. Pas pour s'excuser, pas pour négocier. 30 jours pour déménager. Après ça, elle changerait les serrures. Mon père est devenu silencieux. Ma mère continuait de parler, mais plus personne n'écoutait. Quand nous sommes partis, Sophie m'a demandé dans la voiture pourquoi tout le monde était si bouleversé. C'est là que je lui ai dit. Je lui ai tout dit. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste devenue très calme et a posé une question, est-ce qu'il pensait que je ne le remarquerais pas? Cette question a brisé quelque chose en moi. Le lendemain, mes parents ont commencé à appeler, puis à envoyer des SMS, puis à se présenter à l'improviste. Ils disaient que ma grand-mère était manipulée par moi, que je la montais contre eux. Ils ont raconté leur version de l'histoire à la famille éloignée. Certains les ont crus, d'autres non. Ma grand-mère n'a répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Elle est allée chez le bijoutier et elle n'y est pas allée seule. Je suis allée avec elle. Ma grand-mère m'avait appelé tôt ce matin-là pour me dire de la retrouver devant la vieille bijouterie du centre-ville, celle avec le store vert et les lettres dorées qui semblaient ne pas avoir changé depuis les années 70. Elle portait le même manteau qu'elle portait aux enterrements. Sa canne tapait une fois à chaque pas, régulière comme un avertissement. Je ne savais pas ce qu'elle prévoyait de faire. Je pensais que peut-être elle voulait juste poser des questions. Peut-être confirmer où la pierre était allée, obtenir des papiers. J'avais tort. Le bijoutier, un homme nommé Monsieur Blanchard, l'a reconnu dès que nous sommes entrés. Il n'a pas souri. Ne lui a pas offert de siège. A juste prononcé son nom comme une question. Elle a ouvert son sac à main et a sorti une photo de la bague originale. Une autre résolution prise des années auparavant avant qu'elle ne la donne à Sophie. La couleur du saphir sur cette image avait une profondeur dans laquelle on pouvait tomber. Blanchard l'a à peine regardé avant de soupirer et de dire qu'il ne se souvenait pas. C'était une erreur. Ma grand-mère n'a pas discuté. Elle a juste pris une autre enveloppe de son sac. Celle-ci plus fine que celle qu'elle m'avait remise quelques jours plus tôt. Elle l'a posée sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées du téléphone de ma mère. Des SMS qu'elle avait envoyés à mon père, que j'avais transférés dans un moment de panique après lui avoir dit que j'avais fini de les protéger. L'un d'eux comportait le nom du bijoutier, le prix et une date. J'ai vu tout le corps de Blanchard se raidir. Elle s'est penchée un peu plus près et a dit, « Vous avez 24 heures pour me dire à qui vous l'avez vendu. Sinon, je vais à la police et je leur dis que vous avez sciemment acheté des biens volés à ma fille et aidé à le dissimuler. » Il a commencé à bégayer, essayant d'expliquer qu'il ne savait pas que c'était volé, qu'elle n'avait rien dit, qu'il avait juste supposé. Ma grand-mère l'a coupé. Elle a dit, « Vous avez mal supposé. Maintenant, réparez ça. » Nous sommes partis sans attendre davantage. Le temps que nous revenions chez elle, il y avait un message vocal. Blanchard avait fait jouer ses relations. L'acheteur était un collectionneur privé à Nice, un chirurgien à la retraite spécialisé dans les pièces de succession vintage. Blanchard a proposé de le contacter, a dit qu'il pourrait essayer de la racheter discrètement pour un certain prix. Ma grand-mère a dit qu'elle paierait le double de ce qu'il l'avait vendu. Sans hésitation, sans pause. Ce soir-là, j'ai dit à Sophie ce qui se passait. Je lui ai dit que la vraie pierre pourrait revenir à la maison. Elle n'a pas pleuré. Elle a dit, « Je ne veux plus jamais qu'il m'approche. » Je lui ai promis qu'il ne le ferait pas. Mais nous n'avions pas encore fini. Loin de là. Parce que quand mes parents ont découvert ce que faisait ma grand-mère, essayant de racheter la pierre, ils ont perdu les pédales.
Ils se sont présentés le lendemain en martelant sa porte d'entrée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma grand-mère furieuse. Ils sont venus sans prévenir. Ma mère et mon père debout sur le perron de ma grand-mère comme s'ils avaient le moindre droit d'être là après tout. Ma mère criait déjà avant même que la porte ne s'ouvre, l'accusant de monter la famille contre eux, de tout détruire pour une bague. Elle ne criait pas parce qu'elle était désolée. Elle criait parce qu'elle avait perdu le contrôle. Ma grand-mère n'a pas ouvert la porte entièrement, elle est juste restée derrière et leur a dit de partir. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Mon père s'est avancé, bruyant maintenant, disant qu'ils étaient traités comme des criminels pour une seule erreur. Qu'ils allaient être sans abri à cause d'une décision stupide, qu'ils avaient tout fait pour cette famille. J'étais à l'intérieur. Je suis arrivée dans le couloir juste à temps pour l'entendre dire que ma grand-mère réagissait de manière excessive, qu'elle était manipulée par moi, que j'étais jalouse de mon frère et que je l'avais toujours été. Il a dit que j'avais empoisonné Sophie contre eux. J'ai poussé la porte, puis j'ai demandé à mon père comment il pouvait se tenir là et jouer la victime. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « On ne pensait pas que quelqu'un le remarquerait. » Cette phrase a brisé quelque chose chez ma grand-mère. Elle s'est avancée et a dit, « Vous ne pensiez pas que quelqu'un le remarquerait parce que vous n'avez jamais cru que quelqu'un d'autre comptait. » Ma mère a essayé de parler à nouveau. Quelque chose sur le fait qu'il rembourserait l'argent un jour, que ce n'était pas du vol parce que c'était resté dans la famille. C'est là que ma grand-mère a sorti un papier plié de la table d'entrée et l'a passé par la porte. Un avis juridique. L'expulsion était maintenant officielle. 30 jours, aucune exception. Ma mère a fixé le papier comme si elle ne pouvait pas le lire. Mon père l'a froissé dans sa main et a marmonné qu'ils avaient parlé à un avocat, que ce n'était pas fini, mais ça l'était. Elle a fermé la porte et l'a verrouillée. Après leur départ, ma grand-mère s'est tournée vers moi et m'a demandé si je voulais aller avec elle à Nice. Elle venait juste de recevoir l'appel. L'acheteur avait accepté de rendre le saphir pour le triple du prix. Il était prêt à le faire. Je lui ai demandé pourquoi elle était prête à dépenser autant juste pour réparer ce qu'ils avaient cassé. Elle a dit, parce que certaines choses, une fois prises, doivent être restaurées intégralement, sinon plus rien dans la famille n'a de sens. Nous avons réservé le vol ce soir-là. Mais avant de partir, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais prévu. Mon frère est venu seul, et ce qu'il a dit a tout changé. Il s'est présenté la veille de notre vol. Il a juste sonné à la porte comme s'il n'avait pas disparu dans le silence pendant tout ce temps. Ma grand-mère dormait déjà, alors j'ai ouvert la porte. Il avait l'air différent. Pas suffisant, pas sur la défensive, juste fatigué. Il a demandé s'il pouvait entrer. Je n'ai pas dit oui, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Il s'est assis au bord du canapé comme s'il n'avait pas sa place là, comme s'il le savait. Il a dit qu'il n'était pas au courant pour la bague. Pas avant la fin de la lune de miel. Il l'a découvert quand ma mère a fait une blague désinvolte sur le fait que le voyage était sponsorisé par le saphir. Il a dit qu'il lui a fallu 3 jours pour trouver le courage de leur demander ce qu'elle voulait dire. Quand ils le lui ont dit, il ne pouvait pas le croire. Il pensait qu'ils exagéraient. Il pensait que ça ne pouvait pas être cette bague-là, mais c'était le cas. Il a dit qu'il n'avait rien dit parce qu'il avait honte, parce que c'était déjà fait. Et que pouvait-il faire ? Puis il m'a regardé et a dit qu'il savait qu'il n'avait pas mérité le pardon, mais qu'il voulait dire une chose avant qu'il ne soit trop tard. Je ne leur ai pas demandé de faire ça, et je ne veux plus qu'ils m'approchent non plus. Il m'a dit qu'il avait déménagé de chez eux 2 jours plus tôt. Il a dit qu'il leur avait laissé les clés et leur avait dit qu'ils devaient se débrouiller seuls. Il a dit qu'il avait fini de porter leurs excuses. Il a aussi dit qu'il avait été en contact avec le bijoutier, qu'il avait proposé de payer la moitié pour récupérer la pierre, mais Blanchard lui a dit que c'était déjà réglé, qu'elle retournait à sa place légitime. Je lui ai demandé pourquoi il était vraiment là. Il a dit qu'il voulait dire la vérité à Sophie un jour, quand elle serait prête à l'entendre de sa bouche, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui pardonne, que peut-être elle ne le ferait jamais, mais qu'il ne voulait pas disparaître comme un lâche non plus. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste dit de partir avant que ma grand-mère ne se réveille. Il l'a fait. Le lendemain matin,
nous nous sommes envolés pour Nice. Le collectionneur était poli mais ferme. Il avait acheté la bague légalement, mais une fois qu'il a entendu l'histoire, une fois qu'il a vu la photo de Sophie la portant à 15 ans, souriante, inconsciente du gâchis derrière elle, il a accepté de la revendre. Il a dit que certaines choses n'étaient pas faites pour être gardées dans des vitrines. Quand ma grand-mère a replacé le saphir dans la paume de Sophie, de retour dans sa monture d'origine, tout a semblé calme pendant un moment. Sophie a demandé si elle pouvait encore la porter. Ma grand-mère a dit oui, mais seulement quand tu te sentiras assez forte pour porter ce qu'elle signifie. Après cela, tout a changé. Mes parents ont emménagé chez une cousine éloignée à 2 villes de là. On n'a plus beaucoup de nouvelles d'eux. Ils ont envoyé une carte d'anniversaire à Sophie cette année-là. Elle ne l'a pas ouverte. Mon frère vit dans un studio maintenant. Il dit que c'est temporaire. Il envoie des cartes postales parfois. Sans adresse de retour. Ma grand-mère s'occupe toujours de son jardin. Elle garde toujours le dossier avec les documents de la bague. Maintenant mis à jour avec une nouvelle note de son écriture, payée. Plus jamais ça. Et la bague. Elle est dans le tiroir de Sophie. Elle ne l'a pas encore portée, mais elle sait qu'elle est là.